Bonsoir et bienvenue sur Mediapart, en compagnie ce soir d'Eddie Despretto, le chanteur ciblé par des propos homophobes et des menaces de mort sur les réseaux sociaux. 11 de ceux qui les ont proférés, ces propos ont été jugés. Ils viennent d'être condamnés à de la prison avec sursis. Eddie Despretto a choisi Mediapart pour réagir. Cette émission, elle est en accès libre, mais elle n'est possible que grâce à vos abonnements. Donc abonnez-vous si vous le pouvez à Mediapart. À l'air libre, c'est parti. Bonsoir Eddie Despretto. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va être en compagnie aussi de David Perrotin, journaliste à Mediapart. C'est la première fois que vous prenez la parole sur l'affaire dont on va parler. Vous n'en avez pas parlé pendant toute la période du procès. Vous n'avez pas parlé pendant cette période de ce procès de ceux qui vous ont cyberharcelé et pour certains menacé de mort sur les réseaux sociaux. Le verdict est tombé hier, je l'ai dit, on va y revenir bien sûr. Mais d'abord, pourquoi vous avez réservé votre parole pendant tout ce temps ? Parce que je voulais pas justement qu'on m'accuse d'utiliser ça pour mon image ou que ça soit une histoire de buzz ou de quoi que ce soit dans le sens. Et du coup, je voulais précisément l'utiliser une fois le verdict tombé pour pouvoir prendre la parole et m'expliquer un peu sur pourquoi j'ai fait ça et quelle était la motivation, même pour la cause en général. De porter plainte, notamment. Alors, venons-en aux faits. Le 17 juin 2021, vous faisiez un petit concert filmé, 3 chansons, je crois, dans l'église Saint-Eustache à Paris. Tout se passe bien le jour même. Le lendemain, vous diffusez le replay de la vidéo du concert sur Instagram avec ce commentaire « Si vous voulez m'entendre chanter Sodomite dans une église, c'est en swipe ». Et là, ça commence, c'est un déferlement. Qu'est-ce qui se passe ? Là, pendant 5 jours, 4, 5, 6 jours, je pense, il y a des raids en fait. Donc c'est pas mal de groupes de gens qui vont commencer à lancer énormément de messages sur les réseaux, donc surtout sur Instagram, en message privé, sous la dernière photo qui était postée à l'époque. Et ça va être des menaces de mort, on va te retrouver, tout un tas de menaces dont j'ai pas envie de m'étaler trop dessus, mais des choses assez violentes, assez flippantes, et à cette époque-là, quand j'ai eu l'étonnement, la surprise, et puis la grande peur aussi, surtout que ça puisse arriver véritablement, parce qu'il y en avait qui disaient qu'ils connaissaient mon adresse, il y en avait qui parlaient aussi de me retrouver dans des endroits où j'étais en train de faire des dédicaces pour ma tournée numéro 2. Donc du coup, il y avait vraiment quelque chose d'assez stressant de recevoir toutes les minutes des messages comme ça qui allaient dans ce sens-là. Qu'on reçoit y compris en message privé, donc c'est beaucoup plus direct. Vous estimez que vous avez eu au total à peu près, je crois, 3000 messages 3000, 4000 messages, ouais, exactement. Ouais. Donc c'est les chiffres des policiers qui ont établi la plainte, ouais. Est-ce que vous vous attendiez à ça, la paroisse Saint-Eustache, vous avez accueilli je crois même d'ailleurs que le curé, après, il vous a apporté son soutien. Donc. Bien sûr, bien sûr. C'est une grande question, parce que c'est drôle, je ne sais pas si c'est drôle, mais j'avais, moi, écrit une chanson sur le 2e album qui parlait justement de ces sujets-là, et qui s'appelle « À quoi bon ?», et qui traitait justement de l'homosexualité dans l'Église. Et pour moi, c'est un sujet, ayant grandi dans une religion plutôt catholique, avec un enseignement dans un collège privé catholique, donc je sais ce que c'est, et je sais en tout cas l'ampleur de ce que c'est de se poser ces questions-là quand tu es homosexuel. Et donc pour moi c'était hyper important que de se soulever ces sujets-là, donc je l'avais fait artistiquement. Pour moi, le rôle de l'artiste a toujours été dans ce sens-là, comme tout un tas d'autres chansons. Et quand la paroisse Saint-Eustache m'a invité, je me suis dit, mais elle connaît déjà mon profil, donc c'est pas anodin qu'elle accepte, en tout cas, un chanteur qui traite, engagé de ces sujets-là, d'accueillir ce genre de chanteur, elle l'accepte apparemment. Donc j'ai reçu l'invitation avec énormément de joie. Je me suis dit que c'est une main portée vers moi pour discuter de ces sujets-là et peut-être les étendre à des prismes un peu plus grands. Donc le jour où je me suis rendu à ce concert, tout s'est très bien passé et ça s'est fait dans le plus grand calme. Et c'est sûr que là, une fois publié sur les réseaux sociaux, avec
le sens un peu plus de masse que peuvent avoir les réseaux sociaux, ça a fait disjoncter certains, ouais. Ouais. Vous avez dit, et on a le même souhait, on ne va pas citer ici les commentaires extrêmement violents que vous avez reçus, mais ce qu'on peut dire peut-être, c'est que c'est à peu près tout le registre des clichés et des violences homophobes. Il y a les menaces de mort, il y a les attaques homophobes, il y a les discriminations aussi sur mes prises de position, sur ce que je défends. Mais oui, il y a beaucoup aussi de liens avec le racisme au plus large. Donc tout un tas de choses comme ça qui s'entremêlent un peu sans trop de justificatif. Et je suis hyper content aujourd'hui, enfin hyper content. En tout cas, j'ai une forme de satisfaction que de voir, en tout cas, que la justice répond en ce sens-là pour le cyberharcèlement et aussi contre les discriminations en tous sens sur les réseaux sociaux, parce que on est un peu au début, je trouve, de cette ère-là. C'est comment on gère tous ces commentaires-là, ces cyberharcèlements, comment on gère ces flux-là. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a des réponses et j'espère que ça va aller dans ce sens-là. Et je pense que c'est un grand message que aujourd'hui la justice française a voulu passer. David. Alors il y a aussi les séquelles. Au procès, vous avez dit « J'ai eu très peur de sortir de chez moi, j'ai eu des troubles du sommeil, des troubles dépressifs, je n'arrivais pas à comprendre cette violence. » On devient fragile face à autant de violence, autant de menaces? J'ai toujours été quelqu'un de fragile en vrai, parce que j'ai toujours élaboré ça aussi artistiquement, donc il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est vrai que quand on reçoit ce genre d'attaques, déjà on n'est pas habitué à recevoir autant de haine et autant de choses qui sont pointées du doigt. Et il n'y a pas trop de limite entre le moment où on ne sait pas si ça va vraiment se passer, si c'est des gens. Beaucoup me disaient non mais c'est 2-3 personnes qui sont cachées et qui vont jamais oser faire l'acte de ce qu'ils disent, mais en vrai, quand tu lis et que tu lis ça toutes les minutes, tu te dis véritablement que ça va pouvoir se passer, que tu te dis ça va pouvoir se retranscrire dans la vraie vie. Et comment je fais? Qu'est-ce qui fait que je regarde chez moi 2 fois avant de sortir? Si derrière il n'y a pas quelqu'un qui me suit, il y a des choses qui se retranscrivent véritablement dans la vraie vie. Certains pensent que c'est juste des messages comme ça sur Internet, mais il y a des choses véritablement qui existent après dans la vraie vie des gens, psychologiquement et même physiquement. C'est le retour de tête comme ça pour savoir si tout va bien se passer derrière moi. C'est physique et c'est quelque chose qui mentalement change beaucoup chez soi et te fait comprendre qu'il y a un problème et que tu as peur. Donc oui, j'ai pas de problème à assumer le fait d'être fragile, sensible, et surtout encore plus quand des groupes de personnes te disent qu'ils vont te tuer. Mais ce ne sont pas que des mots. Ouais, c'est pas que des mots, mais on pense souvent que c'est que des mots. Et on voit les haters, c'est tout un tas de communautés sur les réseaux sociaux. À chaque vidéo, à chaque photo, il y a toujours son pourcentage de commentaires malveillants ou de choses assassines ou de choses beaucoup plus virulentes. Et je pense qu'en fait, il faut qu'on arrive à pouvoir gérer ces choses-là. Et si ça se fait pas par la justice, il faut aussi que les comptes comme YouTube, Instagram, Twitter puissent se porter civil de ces choses-là, puissent acter véritablement des choses contre ces préjudices-là. Et c'est vrai que la seule peine que j'ai eue, moi, le jour où j'étais à l'audience, c'est de voir qu'en effet, ces gros groupes-là ne s'étaient pas du tout positionnés. Et justement, avec cette violence, quand on lit un petit peu les auditions, on voit qu'il y en a qui, ils disent qu'ils n'allaient pas vous tuer, ils voulaient quand même vous frapper. En disant voilà, je leur ai mis une claque derrière la tête, etc. Est-ce que vous, face à tout ça, vous craignez ce procès? Vous craignez d'y aller, d'être énormément. À la base, je voulais pas du tout y aller parce que c'était quelque chose qui me personne n'a envie de voir le visage des gens qui vous ont menacé de mort et vous ont traité de tous les noms. On n'a vraiment pas envie de voir les visages et de voir la tension que ça va créer dans la salle. Mais je pense que pour tous les gens qui sont passés par la justice, en aucun cas tu as envie d'y passer. Et mon avocat, Maître Lemry et Maître Verly, m'ont conseillé de venir expliquer ce qui s'était vraiment passé pour faire entendre un peu ma voix personnelle, bien sûr, mais aussi à plus grand titre, au plus grand sujet de certains qui
qui ne peuvent pas se défendre de ces choses-là. Et je pense que il y a eu beaucoup de peur, il y a eu beaucoup de crainte dès le début. Mais aussi, je l'ai fait aussi parce que je pense que j'ai une voix, une tribune aujourd'hui qui me permet de pouvoir l'exprimer et de venir chez vous et de pouvoir en parler pour que en fait les mentalités changent autour de ces choses-là. Et pour les autres aussi. En tout cas, à une envie de faire avancer, de faire bouger les choses dans ce sens-là, ouais, carrément. Si je peux ajouter ma pierre à l'édifice contre ces violences-là, je suis ravi de le faire, vraiment. Et après, vous êtes rendu au procès, les avoir vus, les avoir entendus. Vous retenez quoi de leur profil ? Il y en a plein, il y a 17 profils, donc c'est vrai que c'est assez divers. Il y en a qui sont pas du tout dans le regret ou qui comprennent pas du tout que cette violence ne soit pas du tout à la hauteur de ce qu'ils avaient ressenti, parce que moi aussi, quand je suis sur les réseaux, quand je regarde la télé ou quand je passe dans la rue, je suis heurté par certaines choses. Il y a certaines choses qui me dérangent. Il y a des valeurs que je ne défends pas. Il y a des choses, mais c'est pas pour autant que je vais envoyer un message ou aller dire à la personne ou la claquer directement dans la rue. Donc en fait, je pense que c'est toute une histoire de hauteur de réponse, de niveau de réponse. C'est comment on arrive à faire comprendre à ces gens-là que entre guillemets, ça ne vaut pas. C'est pas parce qu'on dit ça ou qu'on juge ça un peu provoquant ou que ça nous heurte un peu dans nos émotions que on va se permettre du coup en réponse de trucider une personne derrière. Et certains l'ont compris ça, que c'était un peu disproportionné. Que leur réponse était disproportionnée. Et je crois qu'une poignée d'autres, petites autres poignées, ont défendu le fait qu'ils le referaient et qu'il faudrait complètement... Oui, mais je pense que c'est ceux qui ont eu les plus grandes peines d'ailleurs pendant le procès. C'est au verdict, quoi. Ouais. Aucun regret exprimé. En tout cas, ils étaient assez... droit dans le fait qu'il fallait pas que ça se passe, enfin que je ne devais pas jouer dans les églises ou en tout cas mettre en avant ça sur mes réseaux sociaux et surtout pas parler de sodomie dans les églises. Et donc du coup, qu'il le referait de la même manière, en tout cas. Et alors, quand on lit le jugement, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des menaces de mort, il y avait donc beaucoup de propos homophobes. Et il y a, chez certains, une véritable minimisation des propos homophobes. Donc, par exemple, il y en a pour qui sale pédale, c'est une injure courante, qui n'a pas de connotation d'injure sexuelle. Ce serait comparable à sale con. Un autre, pour qui fiotte, c'est juste fillette et ça n'a rien à voir avec de l'homophobie. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ces justifications ou de ces minimisations ? Ça a été tout le but de prouver que ces termes-là, qui sont malheureusement tellement courants dans notre langage commun, de prouver que en fait non, ce n'était pas anodin de traiter quelqu'un de ce terme-là et que c'était profondément volontaire et destiné à un garçon comme moi qui défendait ces chansons-là et qui était engagé dans ce sens-là. Ça a été tout le but de prouver et on m'a posé beaucoup de questions en ce sens-là, c'est-à-dire c'est quoi ces termes-là pour vous ? Qu'est-ce qu'ils représentent pour vous ? Parce que c'est vrai que dans le langage commun, ça peut paraître parfois à quelque chose de plus large, mais quand c'est destiné contre une personne qui l'est véritablement, c'est là où ça change un peu la donne. Et je pense que la réflexion... il y a beaucoup d'avocats qui défendaient le fait que c'était des messages d'humeur et que c'était pas trop réfléchi. Et je pense que ces hommes-là savaient exactement ce qu'ils faisaient, ce qu'ils écrivaient quand ils l'ont écrit. Et c'est exactement pour cette raison-là que j'ai porté plainte aussi. Il y avait 17 prévenus renvoyés pour harcèlement homophobe et menaces de mort. Hier, donc lundi 12 décembre, 11 d'entre eux ont été condamnés à des peines de prison allant entre 3 et 6 mois de prison. Vous en avez un peu parlé, vous dites justice a été rendue. Vous êtes satisfait, pleinement satisfait ? Je suis satisfait, oui, pour mes préjudices, parce que la case prison, pour moi, c'est pas quelque chose de... c'est un autre débat, mais c'est pas forcément quelque chose que je mettais là
pour ces hommes-là, je défendais pas ça, mais en tout cas, c'est une preuve d'exemple. C'est comment on avance avec ces choses-là. Non, la justice ne fait pas rien. Et demain, si il y a plein de gens que je vois sur les réseaux sociaux qui se font harceler H24, quand je regarde des lives TikTok H24, il y a des commentaires de haine, de folie qui passent sous les lives. Et je me dis, mais comment on fait pour modérer ces messages-là? Et beaucoup, quand je vois des débats sur les réseaux sociaux ou même ailleurs, expriment qu'on n'a pas d'armes derrière. Il n'y a pas de réaction. Et je pense que ça, il faut amener une pédagogie vis-à-vis de ça au niveau des instances politiques, de police et judiciaires, pour enfin que ça soit un peu plus, comment dire, clair pour tout le monde. Alors, il s'agit de peine de prison avec sursis, entre 3 et 6 mois de prison. C'est pour ça que vous disiez que vous n'étiez pas forcément dans une recherche que ces gens aillent en prison, et de fait, ils n'y vont pas. C'est de la prison avec sursis. Est-ce que vous encouragez ceux qui sont victimes de harcèlement homophobe, voire d'agression homophobe, à porter plainte comme vous l'avez fait? On sait que c'est très peu le cas. On rappelle quand même quelques chiffres. Selon le ministère de l'Intérieur, seuls 20% des victimes de menaces ou de violences contre les LGBT portent plainte, et c'est seulement 5%, donc 20% dans le cas des menaces et des violences, et 5% dans le cas des injures. Donc c'est extrêmement peu. Est-ce que vous dites, il faut quand même, malgré toutes les prévenances qu'on peut avoir, malgré le traumatisme, y aller? Moi, je pense qu'il faut y aller directement. Je sais que ça peut paraître un peu long, ça peut paraître un peu un monument en face de soi quand on voit toutes les démarches qu'il y a à faire et est-ce qu'on va être entendu ou pas. Mais je pense s'exposer aussi, ça peut être difficile. Exactement, il y a plein de choses qui nous font revenir en arrière et pas le faire, mais je pense que on a besoin de toutes ces petites pierres-là pour avancer et pour tenter d'arriver à notre utopie un peu, c'est qu'il n'y ait plus de ce genre de propos dans nos sociétés, en tout cas pas si gratuitement que ça. Et donc du coup, oui, je pense qu'il faut éduquer nos sociétés au fait que c'est possible que de porter plainte, que les démarches, elles se font de mieux en mieux, qu'elles sont de plus en plus écoutées, entendues, même sur les réseaux sociaux. Et il faut que tout le monde aille dans ce sens-là. Ce jugement, il s'inscrit, il y a une forme de jurisprudence qui est en train de naître avec l'affaire Mila. Bien sûr. Maintenant, c'est la vôtre. Est-ce qu'il y a, comment vous le voyez, ce sens, le jugement, ce jugement-là, il a quel sens? Même si vous l'avez dit un petit peu, mais pour moi, c'est montrer l'exemple de ce que peut faire la justice aujourd'hui, même l'écoute. Quand je suis allé porter plainte dans les bureaux de police, on sent encore qu'ils ne sont pas encore tout à fait habitués, même dans les instances, quand on était au procès, par exemple, à plusieurs reprises, le juge m'a demandé comment ça se passait Instagram, il m'a demandé de lui expliquer une story, il m'a demandé de lui expliquer... Et c'est vrai que pour nous, ça nous paraît des choses complètement folles, mais pour bien comprendre en fait comment ça se passe et comment ces gens-là arrivent à pouvoir publier ce genre de choses-là, le juge a besoin de tout comprendre. Et donc il y a tout un tas de petites techniques comme ça sur lesquelles les avocats de la défense vont énormément jouer, mais plus en fait on va comprendre les rouages de ces façons de faire-là, plus la justice sera au courant de comment ça se passe et qu'on aura éduqué notre justice aussi à voir qui se passe ça sur les réseaux sociaux, plus je pense qu'on arrivera à nos fins, c'est-à-dire moins de violence et moins de haine sur les réseaux. Et est-ce que quand vous avez dit que vous aviez donc eu peur pour votre sécurité, je crois qu'il y avait eu des annulations de dédicaces. Bien sûr. À un moment donné, vous aviez dû avoir un garde du corps. À Marseille, ouais. Voilà. Est-ce que ce genre de menaces et de cyberharcèlement, ça abîme? Est-ce que ça peut même faire que vous allez vous auto-censurer, que si par exemple on vous propose une prestation dans une église, là vous allez réfléchir à deux fois parce que c'est quand même un prix lourd, un prix élevé à payer? Ça, c'est le plus difficile à jauger. C'est comment ça nous parvient, évidemment, au fond, dans soi, le plus intime, quand on crée. Bien sûr, je pense que ça m'a censuré sur des sujets de société ou des chansons que j'allais écrire, bien sûr. Après, le but... Et c'est pour ça que j'ai fait aussi toute ces démarches, c'est qu'en tant qu'artiste, je pense que la place de l'artiste est là. Enfin, ça c'est mon sens, et je l'ai toujours fait, je l'ai toujours mis en avant, c'est de pouvoir relever des sujets de société. Alors ça peut heurter, mais
on en discute, on en débat, et ça se met sur la table avec des choses qui nous dépassent un peu tous, c'est-à-dire des musiques, de l'art, au musée, au cinéma, et on se pose des questions sur nous, ce qu'on est, et l'autre, ce qu'il est aussi, et comment on fait avec ces choses-là. Est-ce que l'homosexualité dans l'Église ne doit pas du tout exister? Est-ce qu'on en discute? Est-ce qu'il y a des règles qui doivent se faire pour aller dans ce sens? Là, récemment, je viens de voir qu'il y avait une pétition en Italie de prêtres qui venaient de signer une pétition parce que ils demandaient à comment exister dans l'Église catholique en Italie. Donc, c'est des sujets qui existent, en fait, et qui sont sur la table. Et qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on prend du recul et personne n'en discute comme si ça n'existait pas? Ou est-ce que, justement, on les met en avant, les artistes aidants, et on avance avec ça, et on en discute, et on tente de faire changer les mentalités? Il y a quelque chose de frappant quand même dans l'affaire qui vous concerne. On a parlé des agresseurs tout à l'heure, des harceleurs, et ça concerne pas d'ailleurs juste que cette affaire, c'est que vos harceleurs, ce sont tous des hommes. Oui, c'est vrai. Ça nous dit quoi? Je sais pas ce que ça nous dit. En tout cas, c'est tous le même genre d'âge. Tous hommes. Je sais pas trop ce que ça nous dit, à part que peut-être une éducation en ce sens pour les hommes de nos sociétés. On accepte plus la violence et la haine sortie d'une bouche d'un homme, peut-être. Je pense que c'est dans ce genre de choses-là, où en tout cas, on apprend à moins accepter l'homosexualité ou une quelconque fragilité chez nous, les hommes, en retour. Je ne sais pas exactement où ça se place, mais c'est vrai que c'était le point commun, en tout cas, de ces jeunes hommes, c'était l'âge et leur sexe. David? Peut-être un petit peu sur... Enfin, vous disiez tout à l'heure qu'on entend beaucoup ces propos homophobes dans la société, ceux qu'on a retrouvés par message ou à l'audience. Quand on a, par exemple, une ministre du gouvernement qui qualifie qui parle des homos comme de ces gens-là, quand on a, pour la Coupe du Monde, une fédération qui ne veut pas faire porter à ses joueurs le brassard One Love, ou qu'on légitime le fait que dans des stades de foot, on peut encore dire sale PD, comment vous le voyez ça? Comment vous le regardez? Avec beaucoup de violence. Enfin, ça me crée une émotion un peu négative en moi. C'est que les gens qui, en tout cas, vivent leur homosexualité ne peuvent pas la vivre partout de la même manière, ne sont pas défendus de la même façon qu'ils soient en France, au Qatar ou aux États-Unis. En fonction des États. Donc, c'est lamentable, c'est puissant. Et je pense qu'on a tous un rôle à jouer là-dedans. Moi, je le fais artistiquement. J'ai toujours parlé de ça dans mes chansons, de sexualité, de virilisation de nos sociétés, de droits, de prise de parole. C'est quelque chose que je vais continuer de faire. Je pense que le fait que on est de plus en plus, et ce que nous montre notre génération, c'est d'avoir de plus en plus de représentation, même pas que pour l'homosexualité, pour tout un tas d'autres sujets de société, d'avoir des icônes, entre guillemets, des gens qui représentent ces sujets-là. Je pense que ça aide aussi à faire avancer les mœurs d'une société. Et je crois que, même si les réponses sont de plus en plus radicales, j'espère qu'on va aller dans ce sens-là, en tout cas. Et justement, à une certaine époque, vous aviez dit que vous ne vouliez pas forcément être militant, pas forcément être un porte-drapeau. Mais du coup, est-ce qu'avec cette affaire, de fait, vous ne le devenez pas? Et est-ce qu'on n'a pas besoin aujourd'hui, face à un puissant relais de discours d'extrême droite, notamment sur les LGBT, notamment sur les jeunes trans, etc., est-ce qu'on n'a pas besoin d'artistes engagés, militants, sur ces questions, même si évidemment vous le racontez dans vos chansons? Bien sûr.
moi, j'ai toujours cru en la musique et au texte, en fait. Je me suis toujours dit que c'était la façon dont je voulais être représenté, être défendu, c'était par mes textes, et que ça soit ces sujets-là, ce que je donne, ce que je livre, qui soit mon message, ma parole. Et pas trop derrière la personnalité, en tout cas publique, trop être extravagant, ça c'était mon point de vue. Donc je voulais être un peu mise en avant par surtout les textes que je défendais, chose que j'ai toujours fait. C'est vrai que ce sujet-là, enfin en tout cas cette affaire-là, m'amène un peu plus sur le devant le devant de la scène entre guillemets sur ma personnalité publique. Je pense en effet, pour répondre à votre question, que oui, c'est important de pouvoir avoir de plus en plus de personnalités comme ça qui représentent des sujets, des valeurs comme ça pour faire avancer les sociétés, mais on le voit partout dans nos représentations aujourd'hui. Donc je crois que moi, plus j'ai grandi, plus je me suis dit il y a des sujets comme celui-ci où je peux pas passer à côté, même si j'estime et j'ai la volonté de rester discret et de mettre en avant simplement ma musique en tant que personnalité avec une tribune et avec une écoute. Je peux pas laisser juste passer ça et pas prendre la parole et pas me dire en fait ça va être à charge d'exemple et on va avancer avec ça et je vais aider cette cause-là dans ce sens-là. Voilà, je pense que cette histoire en tout cas m'a aidé à me positionner aussi un peu plus dans ce sens-là, en politique, plus politiquement en tout cas. Quel message, pour conclure, vous envoyez à celles et ceux qui peuvent être victimes de cyberharcèlement, plus anonymes, qui sont victimes de cyberharcèlement homophobe, ça peut être aussi parfois des cyberharcèlements racistes, mais pour ce qui nous concerne, du cyberharcèlement homophobe, plus largement, tous ceux qui dérogent à ces injonctions-là de la masculinité obligée, dont vous avez en effet parlé dans vos chansons. Vous avez envie de leur envoyer quoi comme message? Ils vous voient aujourd'hui, après ce procès? Je pense qu'on n'estime pas, je crois, l'impact en fait chez ces jeunes-là. Je crois que c'est même pas je crois, c'est énorme. Il y a des tentatives de suicide, même des suicides, des jeunes qui arrivent parce qu'ils reçoivent des millions de messages, des raids de messages haineux. Et je pense que c'est aussi en pensant à ce sujet-là sur lequel qui me paraissait complètement ahurissant, que je me suis positionné, et j'aimerais leur dire qu'il faut pas se laisser abattre et pas tenter de se dire qu'il n'y a plus rien à faire. Il faut se déplacer, il faut en parler autour de soi, il faut en parler à ses parents si les jeunes sont très jeunes. Il ne faut pas en fait se laisser bouffer par la crainte et la peur sous les réseaux sociaux. Et je pense qu'il faut se positionner contre et aller porter plainte tout de suite le plus rapidement possible. Je sais que ça fait très peur, mais c'est l'unique solution qu'on a aujourd'hui et je crois qu'elle avance dans le bon sens. Et je crois qu'il faut absolument être très réactif vis-à-vis de ça. Et continuer avec des histoires comme la mienne à éduquer nos sociétés, notre justice et tout un tas d'instances comme ça qui peuvent nous aider à aller contre ça. Merci beaucoup, Eddie de Pretto, d'être passé par Mediapart. Merci à toi, David. Merci. Vous le savez, cette émission elle est en accès libre. Elle est possible que grâce à vos abonnements. Donc, abonnez-vous. Vous pouvez aussi nous faire un don. Bonne soirée sur Mediapart.